Merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Les Grands Jurys. Ce soir, les Grands Jurys reçoivent les porte-parole du comité stratégique du M5 RFP. Vous l'aurez compris, nous recevons ce soir pour vous Monsieur Jamil Bitar. Bitar, merci de cette troisième comparution devant les Grands Jurys. C'est à moi de vous remercier. Avec moi, justement, pour mener ce débat, Abdraman Keïta du journal Les Témoins. Bonsoir à Abdraman. Bonsoir. Et je suis Oumar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou à travers d'autres canaux. Le deuxième juré vient de nous rejoindre. Il s'agit de El Hadji Cheikhna Takiou, qui était légèrement en retard aujourd'hui. Monsieur Takiou, vous êtes directeur de publication du journal Le 22 septembre et juré pour le compte du jury de ce soir. Condamnable, hein, Monsieur Cheikhna? Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Tu vois que vous êtes essoufflé. Je suis soufflé avec l'escalier, puis les transformations là. Je ne suis pas retrouvé trop vite. Vous voyez, je n'ai même pas eu l'occasion, excusez-moi, de mettre, d'éteindre mon hors-ligne, quoi. D'accord, on va vous retourner la parole tout à l'heure. Monsieur Bitar, votre observation déjà sur la composition du jury de ce soir, c'est le même jury, hein? Un terrain connu, donc je n'ai pas de réclamation de fond. Abdraman. Bon, les attentes comme nous sommes 18 août. Hein? Ouais, nous sommes le 18 août et nous avons en face une voix autorisée pour en parler. Et il est devenu le porte-parole du comité stratégique selon les circonstances amené à l'être, mais il est quand même il siégeait quand même depuis le départ. Donc nous avons une voix autorisée et on peut attendre de lui qu'il nous parle des acquis et des faiblesses de cette organisation, non seulement de l'organisation, mais des acquis et de la lutte qu'ils ont eu à mener, une lutte qui a vraiment consisté à opérer un tournant dans la marche du pays depuis 2 ans. Donc ils sont responsables de ce tournant-là et je pense que Jamil Bitar est mieux indiqué aujourd'hui parmi tant d'autres pour en parler et nous dire leurs responsabilités, ce dont ils sont satisfaits et leur insatisfaction par rapport à tout ce qui s'est déroulé. Ok, Cheikhna, recevoir Jamil Bitar du M5 RFP un 18 août. Quelle symbolique pour vous? Pour moi, il n'y a pas de symbolique, hein. C'est la même chose. Est-ce que vous voyez, Bitar aujourd'hui est un personnage politique, un personnage très controversé aujourd'hui de la scène politique. Donc nous n'allons pas cristalliser le débat sur le bilan seulement de 2 ans de la chute de feu Ibrahim Boubacar Keïta. Nous allons parler de l'actualité brûlante. Et je pense qu'il l'a dit, vous l'avez répété, c'est une voix autorisée, parce que c'est l'un des plus proches du Premier ministre, et celui qui défend le plus, il faut le dire, le régime actuel. Donc il n'y a pas mieux placé pour Bitar, pour faire non seulement le bilan de 2 ans, pas 2 ans par rapport à la chute, mais par rapport au bilan, par rapport à ce qui doit être fait, qui n'a pas été fait, par rapport au dérapage, par rapport aux échecs qui sont aujourd'hui, hélas, nombreux. Ok. Abdraman, déjà, nous aurons le bal avec vous. Hein? Les questions, nous allons aujourd'hui renverser la pyramide pour aborder directement
la question qui nous réunit ce soir. Il s'agit de faire le bilan des 2 ans de la transition et nous allons évoluer au fur et à mesure pour parler, évoquer l'actualité comme on le souhaite, Chana. Est-ce qu'on peut choisir les généralités avant d'entrer dans le vif du sujet? Allez-y si vous en avez, très rapidement. Oui, allez-y si vous en avez. Je pense que c'est, moi j'en avais. C'est la tradition ici. Oui, c'est la tradition, il faut qu'on la respecte. Aujourd'hui même, il y a eu la proclamation des résultats du baccalauréat malien 2022. Le résultat d'admission est de moins de 21%, 20,35, 20,38. Aujourd'hui, cette année où nous avons connu une année régulière, l'échec est patent. Les autres années où l'année est perturbée, les résultats est meilleur. Quelle lecture faites-vous de cette situation? Je pense que venant de mon frère et ami, je suis quand même surpris. Il a passé le bac. Il sait que le bac, c'est un examen. Et cet examen, il faut étudier pour l'avoir. Ce n'est pas que l'année a été régulière. Et les plus méritants, je pense, ont eu le bac. Et il faut les féliciter. Ceux qui n'ont pas travaillé, il ne s'agit pas d'aller à l'école, il s'agit de travailler. Il n'y a eu pratiquement pas de fuite de sujets. Et au niveau justement de la surveillance a été d'un niveau très acceptable. Donc ceux qui aujourd'hui sont bacheliers, on le dit chapeau. Et les autres années, vous savez, on est en train d'améliorer un système. Nous l'avons connu par le passé. Après, nous sommes venus dans une léthargie qui ne disait pas son nom. Il y avait des achats de sujets, des fuites de sujets. Il y avait pratiquement au niveau justement de la surveillance, il y avait pas mal de choses. Aujourd'hui, moi je dis le niveau réel de ces élèves, c'est ce que nous avions comme résultat. Oui, mais l'autre revers aussi, est-ce que cela ne peut pas être vu en termes, ce résultat ne peut pas être tributaire de la qualité de l'enseignement reçu par ces élèves? Oui, vous savez, on ne peut pas tout changer en même temps. Oui. Il faut se donner le temps pour améliorer. Et moi, je me réjouis et j'ai dit bravo non seulement au département, mais également bravo aux enseignants qui ont mouillé le maillot cette année et les élèves qui ont pu quand même aller à l'école de façon régulière. Donc moi je pense aujourd'hui que nous devons maintenir cette dynamique pour que les années à venir, les résultats soient meilleurs, pour que les enfants comprennent que ce n'est plus papa qui va faire le bac ou le DF ou d'autres examens, ce n'est pas l'argent qui va régler ce problème. Vous avez eu le bac, je l'ai eu, nous savons comment nous les avions eus. Donc, quelque part, aujourd'hui, je pense que c'est le niveau réel qui est reflété à ce niveau. Maintenant, l'amélioration des conditions de travail au niveau non seulement de l'éducation de façon générale, mais spécifiquement l'amélioration des conditions des enseignants, des élèves, etc. Nous devons y songer et pour que l'année prochaine, nous puissions avoir de meilleurs résultats. Allez-y, je m'en voudrais, moi, je ne voulais pas m'attarder sur ça, je voudrais ne pas aussi évoquer avec vous les conséquences de cet échec-là en termes de flux et des capacités d'accueil que ça pose pour le gouvernement, surtout dans un pays où les écoles sont massivement fermées à l'intérieur du pays. On a déjà des problèmes d'infrastructure et d'accueil de ces gens-là. Est-ce que c'est des échecs dans ces proportions? D'abord, dans les proportions du DEF, ensuite les proportions du bac ne sont pas de nature à poser des problèmes de ce genre. Vraiment, à un niveau de l'éducation devient obligatoirement sélective. Ce n'est pas du tout venant que nous devons avoir. Pour une fois, je suis d'accord avec vous. Quelques rares fois, l'éducation doit être sélective. Elle doit être sélective parce que, quelque part, aller à l'école supérieure, ce n'est pas donné à tout le monde. Vous voyez aujourd'hui, il y a combien de diplômés dans les rues? Vous voulez un juriste? Excusez-moi. Vous êtes en train de dire un juriste aujourd'hui. Là, je reviens à ce qu'il a dit Tichan. Vous êtes en train de dire que l'éducation doit être sélective pour des facteurs qui ne sont pas forcément liés à l'apprenant.
c'est aussi quelque part la qualité de l'enseignement qui fait que les échecs aussi sont nombreux. Ce n'est pas seulement aujourd'hui chacun d'entre nous un problème de fraude et autres là. Les proportions, ça se voit qu'en réalité le niveau a drastiquement baissé, et ce n'est pas parce que les élèves n'ont pas des capacités intrinsèques à apprendre, mais aussi peut-être parce que la qualité de l'enseignement n'est pas bien livrée. Oui, mais nous avons tous conscience aujourd'hui qu'il faut améliorer notre éducation. Parce que nous sommes dans un système où on nous a dit il faut alphabétiser tout le monde, qu'est-ce que vous appelez sélectif? Sélectif veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a des problèmes d'accueil des apprenants, il faut les mettre où? Non, il n'y a pas eu de sélection au terme financier, en termes de... Bon, est-ce que je peux brancher allez-y, très rapidement pour les vous avez une question? Allez-y. Nous avons accueilli Jamil Bitar aujourd'hui comme porte-parole. Oui. Et comme Chana l'a dit, il est le plus grand défenseur du régime actuel du Premier ministre. Vous m'apprenez? Comment? Oui, c'est un constat aussi. Okay. C'est un constat. Ah oui, si, bravo. On vous a même vu en tenue militaire alors que vous n'avez pas eu de formation militaire. Donc. Ah oui. Ah oui. C'est vous vous n'avez pas mon fils. Donc vous voyez, donc on a l'impression que ce rôle-là est en train d'occulter et de vous priver de votre ressource intrinsèque, de votre ressource propre, qui est votre parti politique. On n'entend plus parler de la famille politique propre à Jamil Bitar. Vous n'avez pas l'impression de noyer vos ressources politiques, votre force politique dans cet ensemble-là qui peut ne pas être qui peut ne pas être durable. Tout est une question de choix dans la vie. Moi, j'ai fait des choix et je les assume comme je les entends. Et imaginez un peu, aujourd'hui, aucune formation politique seule ne peut cheminer. Ce n'est pas possible. Il faut être dans les grands ensembles et il faut fédérer. C'est pourquoi, en un moment de la vie politique, nous avions même souhaité au niveau de notre regroupement qu'on puisse mettre fin à cette léthargie qui consistait à la création de partis. Nous sommes presque à 300 formations politiques aujourd'hui. Ça représente... On était à combien quand vous créez le vôtre? On était à 100 et quelques. Moins de 200. Donc, c'est vous dire quelque part qu'aujourd'hui, il faudrait que nous-mêmes, en tant que politiques aujourd'hui, nous nous mettions ensemble. Et c'est pourquoi nous parlons des forces de changement. Et quelque part, c'est ce que nous sommes en train de mettre en place. Mais ceci étant, pour qu'on se retrouve dans ces entités, il a fallu quand même que le parti il existe. Donc c'est pourquoi je vous dis quelque part que on peut me caricaturer, on peut le faire à dessein, mais aujourd'hui c'est des questions de choix. Et je le dis, ces choix, je l'assume. Moi, je ne défends pas un régime, je défends une vision. Et cette vision qui est la nôtre aujourd'hui, et cette vision qui est partagée par la majeure partie des Maliens, c'est ce que nous essayons de mettre. Il y a beaucoup de positionnements du gouvernement qui ne sont pas la nôtre, et je le défends. Et pratiquement à chaque fois que le besoin se fait sentir, je me prononce sur les sujets brûlants de l'actualité, souvent même en porte-à-faux avec le régime actuel. En tout cas, vous êtes plus disponible pour la presse que... Oui, allez-y. Et c'est ce qui fait, parce que le départ des Français... Monsieur le Président, j'ai la parole. Ok. Allez-y. Monsieur le Président, oui. Je le disais tantôt, vous êtes un grand soutien de la transition, un proche du Premier ministre. Depuis une semaine, on ne voit pas le Premier ministre Choguel Maïga à la cité administrative. La primature a fait un communiqué pour dire qu'il est en repos forcé et qu'il reprendrait le travail la semaine prochaine. La semaine est en train de terminer. Nous n'avons toujours pas vu le Premier ministre à la cité administrative. Et vous-même, vous avez abondé dans le sens du communiqué de la primature pour nous faire croire qu'il est en repos forcé. Choguel est un humain. Il a le droit d'être malade. Est-ce que vous continuez à croire, à dire aux gens toujours qu'il est en repos forcé, ou vous reconnaissez aujourd'hui, ce soir, que notre Premier ministre, union de prière pour lui, est vraiment malade?
qu'est-ce que vous appelez malade? Il est malade, il est même victime d'un AVC. C'est ça l'information officielle que vous ne voulez pas dire. Le peuple a le droit de savoir ce que son Premier ministre a. C'est un homme, il a le droit d'être malade. Monsieur le Président, il a le droit d'être malade. Excusez-moi pour la tonalité, mais c'est ce que je vais vous faire comprendre ce soir. Si vous avez des informations en la matière, ça ne vaudrait pas la peine de me poser des questions comme ça. Les réponses que nous avions données sont des réponses officielles, des réponses responsables, venant d'une cellule de communication de la primature. Donc c'est de façon officielle que le message a été véhiculé. Et mieux que ça aujourd'hui, vous savez, Choguel n'est pas... c'est vrai, c'est un citoyen comme vous, comme moi, comme d'autres, mais Choguel aujourd'hui quand même est le Premier ministre de la République. C'est pourquoi on parle de lui. Et aujourd'hui, moi, ce que je salue le mieux, c'est la chaîne de solidarité qui s'est construite autour de sa personne. Et je serai Choguel à mon retour. Est-ce que c'est autour de sa personne ou autour de la personne du Premier ministre? Mais on parle de Choguel. De toute façon, moi j'ai dit quelque part, même les opposants ont eu à faire des communiqués et tout ça dans le bon sens. Mais parce que le problème c'est quoi, Monsieur le Président? Vous ne reconnaissez pas jusqu'à présent qu'il est malade. Il est un humain, il a le droit d'être malade. Mais il n'a pas fait d'AVC. Moi, je peux vous confirmer devant ce micro, jusqu'à l'heure où je vous parle, il n'y a pas eu d'AVC. Ça quand même, vous l'avez vu? Vous avez parlé avec lui? Excusez-moi, je m'en tiens à ces informations parce que je ne peux pas prendre les devants sur le gouvernement en la matière. Est-ce que vous l'avez vu? C'est votre ami le plus proche, politiquement parlant. Mais c'est surtout le président de son comité stratégique. C'est votre... Est-ce que vous l'avez vu depuis qu'il a disparu des écrans? Excusez-moi. C'est mon ami, c'est votre frère, c'est votre ami à vous également. Absolument. Vous êtes du cercle et ce n'est pas par voie de presse que vous, par exemple, vous devez être informé. Vous avez des liens avec la famille, vous pouvez avoir des informations. Il n'est pas de mon ressort aujourd'hui de me mettre devant vous. J'ai appelé à 2 reprises, le téléphone sonne, personne ne décroche. Oui, parce que moi je vous le dis, je vous le confirme qu'il est en repos forcé. Et ce n'est pas ce que nous avions vu dans la presse malheureusement, la publication de l'intérim qui a été annoncée hier. Mais quand vous regardez cette fiche, vous allez voir le décret a été signé bel et bien par lui-même. Vous savez, maintenant, l'accueil de Macky Sall, quelqu'un qui est en repos forcé, il ne peut pas être sur le tarmac de l'aéroport pour accueillir M. Macky Sall. Donc moi je dis quelque part, aujourd'hui, parce que la fatigue aussi est une maladie. Si vous me dites qu'il est fatigué, il est malade, ça je vous le conçois. Mais dire qu'il a fait un AVC, jusqu'à preuve du contraire, en tout cas je peux l'affirmer, en tout cas sans embâche, que le PM n'a pas fait d'AVC. Monsieur, on va entrer dans le sujet. C'est 18 août marque en tout cas la fin de la deuxième année de la chute du régime IBK. Vous qui êtes du M5, ce mouvement qui a eu justement raison du régime IBK, que reste-t-il de ce mouvement aujourd'hui, le M5 RFP? Vous savez, en termes de cohésion. En termes de cohésion, vous savez, il y a eu des départs, il y a eu des arrivées. Qu'on le veuille ou pas, la nature a horreur du vide. Les premiers départs ont été enregistrés avec l'autorité morale, avec nos camarades qui étaient là aux premières heures du mouvement. Et je ne les citerai pas, vous les connaissez tous. J'évite souvent de parler des personnes. Et également, nous sommes dans une autre phase où il y a eu des démissionnaires et il y a eu des renvois aussi. Donc, parmi ceux aujourd'hui qui prétendent avoir M5, je ne sais pas, Malikroa, c'est ça? Oui. Donc, ils ont créé un nouveau groupe, un nouveau mouvement. Si nous tous, nous convergeons
vers la réussite de cette transition, je pense qu'il n'y a pas de différence. On va se retrouver plus tard. C'est politique. De toute façon, chacun a sa voix, avec beaucoup de agenda. Avec tout le monde. Et chacun a son agenda. Merci du terme. Chacun a son agenda à la matière. Et nous estimons que il n'y a pas le feu à la maison parce que nous continuons notre travail. Et nos 10 points, 17 mesures qui ont été mises sur la table, nous sommes en train de travailler afin que ces 10 points, 17 mesures puissent avoir des issues. Vous reconnaissez que la structure a pris un sérieux coup, hein? Allez-y. J'ai l'impression que notre invité est en train de banaliser, de minimiser les effets de l'éclatement, du grand éclatement de la grande bombe qui a éclaté au M5 RFP, puisqu'il dit que des gens sont quittés, d'autres ont comblé le vide. Le problème, c'est que nous connaissons ceux qui ont quitté. Oui. Et ce sont vraiment des figures emblématiques de la politique malienne. Ce sont des grandes figures emblématiques. Surtout du M5, hein? Du M5 RFP qui ont joué un grand rôle dans l'avènement du M5 et dans l'avènement de ce pouvoir, s'il faut l'appeler quand même parachèvement. Comme dans le parachèvement, pour reprendre votre terme et votre appréciation de la chose. Par contre, ceux qui sont venus, on ne les connaît pas. Donc vous ne pouvez pas, de but en blanc comme ça, nous dire que voilà, des gens sont partis, d'autres ont comblé le vide et puis c'est terminé. Est-ce que ça veut dire que vous ne regrettez pas le départ des camarades avec lesquels vous avez cheminé? Abdraman, c'est dialectique. Il faut reconnaître. Au départ de l'imam, les gens ont pensé que le M5 était mort de sa belle mort. Ça m'a été dit. Il ne pouvait pas avoir de figure plus emblématique à l'époque. Mais on a résisté. Excusez-moi, Abdraman, moi je vous dis quelque part, vous êtes un intellectuel, vous savez que la nature a horreur du vide. Et aujourd'hui, il y a une classe politique émergente. Il y a des jeunes qui sont en train de se faire valoir. Donc, quelque part, moi j'ai dit, le temps passé ne reviendra plus. Ces grands frères, ces aînés à nous ont eu à jouer des rôles, mais qu'on admette aujourd'hui que les destinées du Mali ne seront pas forcément dans les mains des anciens. Il ne faut pas dire que parce que X n'est pas connu aujourd'hui, qu'il ne le serait pas demain. Nous tous, nous sommes partis de rien, et vous et nous sommes de la... Sauf que nous connaissons tous l'histoire de ces mouvements aussi. Voilà, tout est parti d'une troïka. Que reste-t-il de cette troïka? Après le départ, vous avez dit l'imam est parti. Oui. Après le départ de l'imam, c'est parti. Qu'est-ce qui a marqué la grandeur du M5? Puisque le M5, on connaît, ce qui a marqué sa grandeur, c'est d'avoir contribué à la chute d'Ibk. Après le départ de l'imam, qu'est-ce qui a marqué vraiment l'événement majeur qui a marqué la grandeur du M5? C'est quoi en termes d'acquis? Puisque vous pouvez nous le dire. Après le départ de l'imam, de son autorité morale, oui, que vous avez tous vénéré en son temps. Oui. Qu'est-ce qui a marqué le RP, le M5? Mais après l'imam. Qu'est-ce que vous avez pu faire qui puisse vraiment nous montrer que le M5 a vraiment... Excusez-moi. Après le départ de l'imam, on s'est retrouvé chef du gouvernement. Le gouvernement actuel l'a dessiné entre nos mains. C'est du concret. D'accord. Nous avions évolué et je peux vous donner pas mal d'actes que nous avions posés, mais je vous dis déjà, après le président de la transition, de facto, c'est le Premier ministre. Et que quand vous avez la primature, c'est que vous êtes aux commandes. Et avec le départ de l'imam, les gens n'imaginaient pas que le M5 allait se retrouver à ce niveau, parce que nous avions appris dans la presse et un peu partout que nous étions morts de notre belle mort. Sauf qu'il a fallu l'intervention du CNSP. Allez-y. Hey, Monsieur le Président, la lutte, c'était pas seulement de faire partir Ibk, ou comme disaient certains, remplacer Ibk, ou faire de Ibk sans Ibk. C'était pas ça. Il y avait des objectifs bien précis. En l'occurrence, la sécurité. Aujourd'hui, elle est détériorée. Elle est pire que sous Ibk. Est-ce que cela n'est pas un échec? Déjà,
du M5 et bien sûr de la marche de la transition pour l'instant. Vous pensez que notre pays est en insécurité plus que du temps de Ibeka? Beaucoup de gens le pensent. Nous n'avons pas la même lecture et je pense que la majeure partie des Maliens ne sont pas dans cette... Tu aimes bien parler au nom de la majeure partie des Maliens. Oui, si je dis... On va dire peut-être des Maliens. Non, parce que je parle de la majorité parce que nous avions des baromètres, nous avions justement des moyens. Moi, je suis pas dans le gouvernement, je suis dans aucune autorité officiellement dans ce pays. Je suis du peuple comme vous, comme tout Malien. Non, toi, tu es reproché. Oui, mais proche. Non, vous le dites. Moi, je vais rassurer. Oui. C'est que aujourd'hui, il est unanimement reconnu que notre armée est montée en puissance. Les gens le disent, c'est pas moi qui le dis, et partout. Avec quel résultat? C'est le même son de cloche. Avec quel résultat? Nous sommes mieux équipés aujourd'hui. Ça, c'est visible à l'œil nu. C'est pas de la propagande. Il y a eu des recrutements en termes de recrues. On peut dire que l'État a consenti d'énormes efforts à ce niveau. La qualité aujourd'hui, disons, de la formation aussi, nous pouvons dire qu'un accent particulier a été mis là-dessus. Et l'autre volet, non des moindres aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a eu un regain de confiance au niveau de nos forces. Parce que à un moment, le moral était tellement bas que les gens n'arrivaient même plus, et on disait à tout le monde, c'était même de la rigolade, que nos militaires, à chaque fois qu'il y avait un coup de feu, qu'ils étaient en fuite. Donc aujourd'hui, nous nous rendons compte que malgré la nouvelle méthode utilisée par les malfrats, nous arrivions quand même à contrecarrer à chaque fois qu'il y a eu en tout cas des attaques. Les résultats sont là. Ce que la France n'a pas réussi en 9-10 ans, aujourd'hui nous sommes en train de le réaliser. Donc quelque part, on parle même au niveau international. Il termine, vous allez poser. On parle aussi au niveau international et localement, on le dit très souvent qu'aujourd'hui, notre armée peut être considérée comme la deuxième ou la troisième puissance dans la sous-région. Donc tout ça, c'est pas moi qui le dis, et c'est vous de la presse, c'est les Maliens et les étrangers qui sont en train de faire ces éloges. Je rebondis après, je te laisse à Drama. Vous avez dit. Est-ce que vous pouvez dire ça? Rebondir sur ma question. Oui, allez-y. Il dit, vous avez tenu un discours qui est le même que durant le temps d'Ibeka. Montée en puissance de l'armée, équipement, moyens adéquats alloués à l'armée. C'était le même discours. Au temps d'Ibeka, on a vu des avions qui ont été achetés, des chars qui ont été achetés. Cloués au sol. Écoutez-moi. Avions cloués au sol. J'ai dit, écoutez-moi. Des chars combat en carton. Il va poser sa question. Laisse-moi, je vais venir. Allez-y. Tout ça là, c'est parce qu'il y avait une transparence. Oui. On savait combien ces armements nous ont coûté. Le vérificateur général a été dépêché par le président pour savoir ce qui se passe. Aujourd'hui, on n'est même pas capable de savoir combien coûtent ces avions, combien coûtent ces armements. La démocratie oblige, la transparence oblige que le peuple soit informé. Il n'en est rien. Déjà, c'est un manquement, c'est un déficit. Surtout que la bonne gouvernance. Un manquement, un déficit. La bonne gouvernance fait partie de vos. Ça, c'est le premier critère de la bonne gouvernance. Rendre compte, surtout sur le plan financier. On demande le Premier ministre, il nous renvoie au ministre de la Défense, qui jusqu'aujourd'hui n'a pas pu paiement. Pourquoi vous êtes moins exigeant sur la transparence en termes de ces nouvelles acquisitions? Vous savez, en matière de défense, il y a ce que nous appelons tous le secret défense. Ah bon, c'est aujourd'hui que vous parlez de secret défense? Maintenant, excusez-moi, quand il y a des audits, les chiffres sont connus, les chiffres sont réels. Vous savez, chacun a son rôle dans l'État. Il y a dans un fonctionnement d'un État, dans le fonctionnement régulier d'un État, il y a des choses qui ne se mettent pas tout de suite sur la place publique.
Moi, je ne suis pas du gouvernement, je ne suis pas le ministre des Finances, je ne suis pas le vérificateur général, je ne suis pas non plus des services de contrôle de l'État et je ne suis pas le ministre de la Défense, malheureusement. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas des avions cloués au sol. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas des chars combat en carton. Ce que nous voyons aujourd'hui, nous voyons que nos forces armées de sécurité sont dans des postures en tout cas meilleures. Maintenant, l'argent investi par rapport justement au budget de l'État doit être justifié. Et justifié comment ? Il y a des règles en la matière. Et ces règles en la matière, ce que vous venez de dire est excessivement grave parce que quelque part, quand vous regardez tout ce que vous venez de dire, imaginez quand il y a eu ces achats d'avions, nous n'avions pas eu les prix. Quand il y a eu ces achats de chars, etc., d'autres matériels. Vous pensez que l'État doit dire à tous les matins, comme quoi nous avions acheté des cartouches, nous avions acheté... Non, on parle de procédure, Mais la procédure... On va laisser cette fois-ci à Monsieur le Président, la personne la mieux indiquée... Vous avez annoncé... Moi, je pense qu'en la matière, la personne la mieux indiquée, c'est de prendre attache avec le ministre des Finances, qui, en réalité... Non, mais c'est vous qui défendez, c'est pourquoi vous Monsieur le Président... Moi, je ne défends personne. Monsieur le Président... Moi, je défends un idéal. Non, l'idéal, parmi ces idéaux-là, il y a la transparence, il y a la gouvernance. Monsieur le Président, dans le sabotage... On va parler... Il est dans le sabotage. Quand il parle d'avion de carton, on sait qui a dit ça. C'est pour savoir, est-ce que des chars en carton? Oui. Est-ce que les chars... Aujourd'hui, par rapport à l'armée, c'est une question sensible. C'est une question sensible. Nous avons des informations que vraiment, pour le respect que nous avons pour l'armée, nous ne voulons pas les mettre aussi sur cette table, sur cette émission qui est vraiment... Écoutez, sinon vous savez la réalité, vous savez le mort, vous savez le maquillage tout autour de ça. Bref, on continue. On sait que la situation ne s'est pas améliorée. Ok, allez-y, il veut juste répondre. Monsieur Takio, vous savez que je ne suis pas un fournisseur de l'armée malienne. Je n'ai pas de marché, bien étant un opérateur économique. Il ne faut pas nous amener dans le marché. Je vous dis, mais c'est ce que vous voulez défendre aujourd'hui. Non, tu n'as pas compris. Moi, je pense que... Non, tu n'as pas compris. Non. Excusez-moi. Si vous avez... Je pense que vous n'avez pas suivi mon regard. Si vous avez de tels éléments de grâce, aidez le peuple à comprendre. Ne le mettez pas off. Ne pensez pas que on a aujourd'hui une audience digne de ce nom à la télé. Moi, je suis du principe, je combattrai toutes les injustices, que ce soit ce régime, que ce soit un autre régime, je le ferai. Mordicus, et je le ferai pour le Mali. Allez-y. Si on pose des questions comme ça, Monsieur le Président, c'est tout juste parce qu'en réalité, vous aussi, parmi les idéaux dont vous avez mis en avant la bonne gouvernance et la transparence. Et la transparence et la bonne gouvernance, qu'il s'agit de l'armée ou d'une autre, les peuples ont le droit de savoir au moins combien a été dépensé, par exemple, pour cette année au moins, la LOP et la loi budgétaire. La loi de programmation militaire, d'orientation et de programmation militaire. C'est des choses comme ça qu'on veut savoir. Ce n'est pas de rentrer dans les détails pour savoir combien on a acheté de chars. Ce n'est pas nous qui avons exhibé les avions. Attendez, les avions sont des acquisitions, par exemple. Ce n'est pas nous qui les avons exhibés. Ce sont les acheteurs des avions qui les ont exhibés et ils ont été opaques sur les moyens, les procédures d'acquisition. Qui sont les fournisseurs? Comment la procédure d'acquisition a été engagée? Les intermédiaires, puisqu'on l'a eu, on l'a vu dans les autres là, tout cela a été mis par exemple, et certains sont même allés en prison et morts en prison pour ça, pour des pratiques comme ça. C'est pour cela qu'on pose des questions comme ça. Mais qu'à cela ne tienne, je reviens surtout. Un exercice. Je voudrais surtout. Un exercice budgétaire, c'est une année. Je voudrais à la fin de l'année. C'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à acquérir, ça fait deux années, vous avez dit que nous sommes dans la... Nous acquérons depuis 2 années. Excusez-moi. Nous acquérons depuis 2 années. Et depuis 2 années, on a aucune transparence des procédures. Vous parlez des avions acquis.
Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais excusez-moi. Bon, ce n'est pas de ça que je pense que exercice budgétaire, c'est une année pleine. Oui, et l'année budgétaire n'est pas clos encore. Mais on donc, le sait, mais à la fin de l'année budgétaire, ils sont obligés de rendre compte. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Vous n'allez pas noyer la question et ça fait 2 ans que nous acquérons. Ce n'est pas de ça. Aujourd'hui, on n'a jamais eu de résultats annuels. Ou bien Encore, Abdraman, les acquisitions de l'armée, c'est sur souvent 3 ans, 4 ans, 5 ans. On va laisser Abdraman poser sa question. Je voudrais revenir aux dividendes de la montée en puissance. Vous dites que l'armée monte en puissance, certes, peut-être, ce que vous avez eu à dire comme formation, comme lequel Chana n'est pas d'accord, mais la montée en puissance, vous ne pouvez pas le dire aux gens de Ménéka qui sont bloqués depuis combien et qui marchent pour réclamer la sécurité. Vous ne pouvez pas le dire dans les zones, pas ici, dans Songo et autres, là où les djihadistes sont en train de prélever des impôts en nature et en espèces sur les populations. Vous pouvez le dire à ces transporteurs qui voulaient venir de Gao, les 19 camions et qui étaient même escortés et qui ont été tous brûlés. Vous pouvez le dire aux gens, par exemple, de Djalasagou qui sont morts par centaines. Ok, la liste elle est longue. Voilà, la liste est longue. Quels sont dans ce cas, vous ne pouvez pas le dire aux gens qui ne parviennent même pas à aller à l'école et qui sont obligés de revenir ici pour fréquenter. Oui. C'est quoi? Quels sont les dividendes aujourd'hui? Ne sont pas de la montée perceptibles par les populations. Abdraman, moi je suis surpris parce que comme toujours, vous êtes surpris. Nous aussi, nous sommes surpris. Vous m'informez de certaines situations. Moi, j'ai dit quelque part que c'est excessivement grave parce que, vous savez, en matière de défense aujourd'hui, le gouvernement de la République du Mali, surtout l'armée malienne, communique régulièrement. Tout ce que vous venez de dire, moi je pense qu'en tant que journaliste, vous avez des informations dont moi je ne dispose pas. Moi je me fie aux informations réelles qui sont données. Je ne peux pas... Vous avez des doutes sur ce qui vient d'être dit ou quoi? J'ai beaucoup de doutes. Sur quoi par exemple? Mais tout ce que vous venez de me dire là, j'ai des doutes parce que l'armée malienne communique régulièrement par rapport à ça. Il y a des communiqués du chef d'état-major des armées qui est régulier, qui donne la situation. Et moi... Il n'y a pas eu Djalasagou? Mais excusez-moi, moi je suis de principe. Est-ce qu'on est dans le même pays? Je suis... À Ménéka, les gens n'ont pas marché pour réclamer la sécurité? Mais excusez-moi, partout aujourd'hui, les Maliens ont besoin de sécurité. Mais je vais vous dire que... Gao n'a pas été coupé du reste du pays pendant des mois et des camions n'ont pas été brûlés. Les informations que nous avions reçues, c'est quoi? C'est que tous les sanctuaires, les grands regroupements des djihadistes ou des terroristes ont été détruits. D'accord. Donc c'est ça le plus important pour nous. Chaque jour on tue des éléments de force de sécurité. Excusez-moi, aujourd'hui ils ont changé de stratégie. Il y a eu des attaques parsemées et ce n'est plus comme la même méthode d'opération qu'ils avaient avant. Et cette méthode, mais le terrorisme ça a toujours agi, c'est pourquoi on l'appelle guerre asymétrique. C'est pourquoi on dit c'est pourquoi on l'appelle guerre asymétrique. Moi je me fie, je dis et je le répète, je me fie aux déclarations officielles. Oui, monsieur le président, c'est vrai, les actions de l'armée sont couvertes par le secret défense, mais il y a certains domaines qui ne sont pas couverts par le secret défense. Par exemple, on a la gestion des logements sociaux, on a également l'intégration des contracteurs à la fonction publique. Il y a aussi ce qu'on appelle, ce que Konboa Sidibé appelle les scandales des marchés à gré au niveau de la rénovation de certains hôpitaux. Ces 2 ans ont été émaillés par un certain nombre de scandales. Qui l'aurait cru? Non, les hôpitaux, c'est surtout l'impunité. C'est pas pendant cette... Justement, qu'est-ce que la gestion M5 a pu faire pour... Vous pouvez aujourd'hui nous situer dans le temps? Parce qu'il y a eu quand même 2 phases. Les logements sociaux. Excusez-moi, il y a eu 2 phases par rapport justement à ces 2 ans dont vous parlez. On parle de la rectification. Il y a eu 9 mois
du IBK sans IBK. Nous l'avons défendu, nous l'avons dit partout, sur tous les antennes. Et même maintenant, c'est pire que sans IBK. Et aujourd'hui, nous sommes dans une autre phase. Maintenant, vous me situez marché par marché. Marché par marché, les logements sociaux, c'est sous la rectification de la transition, l'intégration en catimini, dénoncée par la principale centrale syndicale, l'UNTEM, également, c'est sous la rectification. Non, excusez-moi, vous parlez des logements sociaux. Oui. Ce débat, nous l'avions eu. Si vous voulez le remettre sur la table... Ça fait partie du bilan. Non, excusez-moi. Est-ce que vous regrettez déjà cet épisode? Ça a été rectifié ou pas? Je veux juste comprendre. Est-ce qu'une réponse appropriée a été donnée? Mais le délit a été commis. A été donné par le gouvernement? Le délit a été commis. Ça a été corrigé ou pas? Vous me dites juste, si ça n'a pas été corrigé, ce qui n'a pas été corrigé, nous allons encore reprendre la promis une enquête dont on n'a pas connu le résultat, donc on ne peut pas dire que ça a été corrigé, puisqu'on a promis une enquête. Il y a l'intégration de certains contractuels qui est contestée aujourd'hui par... On va vraiment s'écouter. Il y a l'intégration, ce dossier-là est d'actualité, il y a l'UNTEM qui est monté sur ces grands chevaux. On n'a pas fini avec les logements sociaux. Quand vous parlez des logements sociaux, il y avait des anciennes méthodes qui étaient là. Et moi, je le dis en tout état de connaissance et en tout état de cause, c'est que la demande et l'offre, il y a quand même un déséquilibre énorme. Ceux qui ont aujourd'hui ces logements sociaux, ils l'ont mérité par quoi? Le choix a été fait comment? Vous le savez? C'est pourquoi en son temps, j'avais demandé à ATT, paix à son âme, de faire un tirage au sort. Parce qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont qualifiés. Parce que quelque part, on est obligé de faire des choix. Et au niveau de ces choix, il y a non seulement les institutions de la République qui avaient, entre autres, des quotas, il y avait la présidence de la République, il y avait plein d'anomalies comme ça, oui, qui n'étaient pas certainement consignées, mais c'était la pratique qui se faisait. ATT, paix à son âme, a donné des logements sociaux à ses amis, à ses journalistes, entre autres, à beaucoup de gens qui l'ont eu. IBK l'a fait. Mais vous ne voulez pas parler de Mali Koura et de continuer à parler des anciennes pratiques? Excusez-moi. Monsieur le Président. Ces anciennes pratiques. Vous ne pouvez pas pourquoi. Et c'était les mêmes qui ont géré. Les mêmes qui ont géré. Vous avez fait rêver l'opinion. S'il vous plaît, écoutez-moi. Vous avez fait rêver l'opinion de Mali Koura. Excusez-moi. Laissez-moi terminer. Moi, j'ai eu un logement social au temps d'ATT, étant un journaliste qui était même opposé à son régime à l'époque. Je le critiquais beaucoup et j'en ai reçu. Merci à ATT. Moi, ce que je veux que vous compreniez, c'est les mêmes gens qui géraient sous IBK qui étaient aux commandes lors de la répartition, en tout cas, de ces logements sociaux dont il était question. Maintenant, comme l'alarme a été déclenchée, obligatoirement, l'obligation revenait non seulement au président de la transition, mais au gouvernement également de réagir par rapport à cela. Donc, tout n'est pas rose. Et jusqu'à preuve du contraire, moi, je ne suis pas peut-être au fond de moi satisfait, parce que ceux qui l'ont eu, peut-être, ne méritent pas mieux que ceux qui ne l'ont pas eu. Parce que c'est le contribuable malien qui paye quelque part. Oui, monsieur Bitar, s'il vous plaît, Chana, s'il vous plaît. Où est-ce que vous, Bitar, vous vous situez par rapport à ce jeu de passe d'armes aujourd'hui qu'on assiste entre l'UNTM et le ministre de la fonction publique par rapport à l'intégration, entre guillemets, en catimini de certains contractuels là? Vous savez, on a un problème de fond. Oui. Au Mali, tout le monde veut être fonctionnaire. C'est le système français, nous sommes moulés dans ce système. Depuis les premières heures, quand on part à l'école, on est destiné à être fonctionnaire plus tard. Et tout le combat aujourd'hui, vous allez dans la rue, tout le monde veut être recruté dans la fonction publique. Et dans la fonction publique, il y a quoi? Les salaires sont dérisoires pratiquement. Mais qu'à cela ne tienne, moi je dis, les conventions restent des conventions. Quand il y a des négociations et que ces négociations doivent en tout cas avoir des issues réelles, le gouvernement ne peut pas
occulter les accords. Ça, c'est clair. D'accord. Donc, pour moi, aujourd'hui, si les engagements sont réels, le gouvernement doit tout faire pour satisfaire, en tout cas, et rester insensible aux cris de l'UNTM. Je pense que ce ne sont pas les équipes. Non, j'ai dit, si les accords existent, oui, le gouvernement devrait tout mettre en œuvre pour que les doléances soient prises en charge, conformément à ce qui a été arrêté. Je dois revenir pour dire au moins qu'en réalité, que ce ne sont pas les anciennes équipes de distribution des logements sociaux d'IBK qui ont mis massivement des gens du M5 RFP sur les listes. Quand même, c'est pas eux qui ont mis ça, donc on ne peut pas leur imputer ce qui s'est déroulé par rapport aux logements sociaux. Pour moi, je vais surtout aller. Allez-y. Je le connais parce que surtout qu'on nous a promis. On nous a promis. Merci pour ce témoignage. ATT m'a dit à un moment, il m'a dit, petit frère, vous savez, c'est un instrument politique. Parce que moi, j'ai fait une proposition. Ma proposition, c'était quoi? De faire un tirage au sort devant tout le monde, tous les dossiers qualifiés. Qu'il n'y ait pas d'embâche à ce niveau. Qu'on ne dise pas que X a été privilégié parce qu'il est le frère de Bitar, il est la sœur de Abdraman, il est le cousin de Takiou. Bon, Monsieur le Président, moi je pense que c'est ma façon de voir les choses. Monsieur le Président, et pour moi, ces logements sociaux, excusez-moi du terme, parce que moi je suis un opérateur économique, il y a beaucoup d'opérateurs économiques qui sont en difficulté aujourd'hui à cause de ces logements. Quelles sont aujourd'hui l'une des marques, quelques-unes des marques? On parle de la TTBou. C'est Dieu qui l'a fait. Mais ce que sous l'ère IVK a été construite n'a pas été construite sous l'ère. Ouais, d'accord. Allez-y. Ça, je le on ne parle pas de construction, mais, on parle de distribution. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que ces opérateurs économiques sont en difficulté avec les banques. Ouais, on le sait. On le sait. Ça, on n'est pas. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle, Charles. On parle vraiment de distribution. Posez votre question, s'il vous plaît. Voilà. Des logements qui devaient être distribués. L'accusé, vous allez. Ouais, d'accord. Aujourd'hui. Vous allez à présent. C'est pas ça la question. La question. Allez-y. Voilà, on va l'une des marques de cette transition depuis 2 ans, ou bien si vous voulez 2 ans moins 9 mois, c'est quand même les assises nationales et la refondation. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce qui s'est déroulé dans ces assises nationales et dans le cours de la refondation telle que vous l'avez voulu au départ? Il y a beaucoup de mes propositions qui n'ont pas été prises en charge. Notamment, j'ai demandé à travers mon regroupement de suspendre la constitution de 92. Ça n'a pas été pris en charge. Oui. On parle du M5, hein? Je ne parle pas du M5, je parle de mon regroupement, parce que mon regroupement était bel et bien présent pendant les assises, le pôle politique du consensus, dont je suis le président. Pour vous donner déjà une première divergence que nous avions avec ce qui a été retenu par la majorité, en tout cas des participants. Deuxièmement, ce que nous avions souhaité que, en lieu et place du CNT, que nous ayons ce que nous appelons pour la nouvelle constitution, parce que ce qui est en train de se passer, ce n'était pas notre schéma. N'est-ce pas? Oui, allez-y. Nous avions dit de dissoudre le CNT et de mettre en place, comment on appelle ça, une constituante. Une constituante avec un nombre réduit qui allait travailler sur la nouvelle constitution. Vous êtes contre la France, mais vous voulez toujours copier l'histoire de la France. Non, moi je ne veux pas une démocratie ni à la française. Une constituante, ça c'est l'histoire de la France. Vraiment, ça c'est une diversion. Vraiment, continuez votre cheminement, continuez votre... Excusez-moi, votre raisonnement. Comprenez ce que je suis en train de dire, parce qu'on est en train de faire une nouvelle constitution. C'est une parenthèse, on continue. La nouvelle constitution allait voir le jour avec cela. Maintenant, nous avions proposé à ce que l'ancienne constitution, dans laquelle nous avions des institutions de la République qui sont indispensables pour le bon fonctionnement de l'État, qu'au niveau de la charte, que ces institutions soient prises en charge. Nous n'avons pas été écoutés. Nous n'avons pas été écoutés, nous nous sommes battus, nous n'avons pas été écoutés. C'est vous dire quelque part que, contrairement à ce que les gens pensent,
nous faisons des propositions. Et on s'aligne. Mais dans ce cas, si vous n'avez pas écouté sur tout ça, sur les fondements même, est-ce qu'il n'y a pas une rupture entre vous et la transition? Non. Mais qu'est-ce qu'il reste? Non. Qu'est-ce qu'il reste comme nœud de connexion entre vous? Non, excusez-moi, parce que chacun a sa façon. Moi, je ne suis pas du genre de la politique de la chaise vide. Moi, je me bats. Moi, j'ai demandé à ce que nous quittions la CEDEAO depuis les premières heures. Les gens m'ont pris de fou à l'époque. Si cela avait été acté depuis les premiers jours, nous ne serons pas dans ces débats. Il nous reste 5 minutes. Nous avions demandé de poser sa dernière question. Nous avions demandé le retrait des troupes françaises. À l'époque, le gouvernement n'était pas dans cette dynamique, mais nous l'avons crié haut et fort. Pourquoi? Parce que nous avions vu tous les massacres et le mauvais résultat qu'ils avaient sur le terrain. Bitar, nous sommes aussi... après que les Français avaient abandonné le Mali en plein vol. On a bien compris. On va laisser Chana poser sa dernière question. Monsieur le Président, vous avez parlé de Français tout à l'heure. Et notre ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a adressé une correspondance aux Nations Unies pour charger Paris, qui aurait violé notre espace aérien et qui aurait, je n'utiliserai même pas le conditionnel là, parce que je parle du ministre, et qui aide les terroristes à travers des renseignements et d'autres moyens. Est-ce que vous partagez le contenu de la lettre du ministre Diop? Est-ce que vous croyez sincèrement au contenu de cette lettre? La lettre a été motivée avec des supports, avec précision, des violations flagrantes. Mais vous allez voir un État sérieux, peut-être comme la France aujourd'hui, de reconnaître de fait. Moi, j'ai dit quelque part, le débat, il est simple. C'est à deux niveaux, oui. La violation et le fait d'aider les terroristes contre les femmes. Mais c'est clair. Vous y croyez? Vous pensez aujourd'hui que les terroristes, les soi-disant terroristes, pas soi-disant, c'est des terroristes. Les armements dont ils disposent viennent d'où? L'argent qui les entretient vient d'où? La logistique qu'ils ont aujourd'hui, ça vient d'où? Nos parents, il y a nos parents comme, entre autres. Mais moi je dis aujourd'hui la violation de notre espace aérien. Si Paris dit demain que ce n'est pas Paris, ce n'est pas la France. Paris a réagi. Non, s'ils le disent devant les Nations Unies, moi je pense que Paris a rejeté les accusations. Le Mali, la position du Mali devrait être quoi? Dorénavant, tout survol de notre espace aérien, nous allons abattre cet avion-là. C'est cette décision qui doit être entérinée. Maintenant, si Paris reconnaît et que Paris dit, dans le cadre de la collaboration, nous souhaiterons de temps en temps, etc. Je t'informe que Paris rejette. Mais si Paris rejette, la voie, elle est ouverte maintenant. Pas devant les Nations Unies. Personne, puisqu'il n'y a pas eu personne aujourd'hui ne nous en voudrait si on abattait un avion. Quel que soit l'avion, quel que soit l'avion militaire qui va essayer de survoler notre espace aérien, si au niveau des Nations Unies le feu vert est acté, moi je pense que notre armée ne doit plus transiger. Abdraman, pour votre question, vous êtes convaincu du soutien de l'armée française? Je le confirme. D'accord. Et je l'ai dit et je le répéterai à qui de droit. Nous étions parmi les premiers qui avons décrié cet état. On va aussi s'écouter. Allez-y, Abdraman. Oui. Aujourd'hui, la perception largement partagée dans la classe politique, c'est d'aller vers la nomination d'un Premier ministre neutre. Que Dieu me garde. Pour que les élections, l'organisation des élections et leur crédibilité ne soient pas entachées par un Premier ministre partisan qui aurait des intérêts politiques à les organiser. Si cela ne se justifie pas par cela, ça se justifie tout au moins par l'état de votre organisation qui n'est plus assez légitime au regard des défections et des démarcations
de beaucoup d'acteurs, a assuré quand même la primature. Qu'est-ce que vous pensez de cette... que Dieu m'en garde, que je demande pardon. Même Dieu, qui est au-dessus de tout aujourd'hui, ne garde pas une neutralité. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a jamais eu un gouvernement neutre. Il n'y aura jamais de gouvernement neutre. On a dit un premier ministre neutre. Il n'y aura jamais... Un poste de premier ministre ne peut pas être un portefeuille, un poste neutre. Ce n'est pas possible. Il faut, en tout cas, vous êtes un intellectuel. Vous avez parlé de Dieu, vous m'excusez. Dieu seul a le droit d'être complaisant. Mais excusez-moi. Dieu seul a ce droit-là d'être complaisant. Excusez-moi. Vous êtes un intellectuel, vous le savez. Le poste de Premier ministre est un poste politique. C'est au Mali, de tendance en tendance, on dit il faut prendre un technocrate, il faut prendre X, Y. Ben, ça a montré ses limites. D'accord. Nous sommes en train de calquer notre démocratie sur d'autres démocraties, Takio. Donc, moi, j'ai dit quelque part qu'aujourd'hui, le M5 a mené une lutte. Mais quel M5? Le M5 uni, et non pas le M5 dispersé aujourd'hui qui a volé en éclats. Mais plus vous avez dit aujourd'hui que j'ai parlé de nouveaux venants, etc., etc. Excusez-moi du terme. Nous, on dit aujourd'hui les forces du changement, c'est quoi? C'est tout Malien qui aspire à ce projet. C'est tout Malien qui pense réellement que nous sommes en mesure aujourd'hui de changer. Ce n'est pas ce que vous avez vu dans la rue, c'est pas M. Bittard, c'est pas Choguel, c'est pas X, c'est pas Y. Aujourd'hui, il y a plein d'associations, plein de mouvements qui sont dans cette dynamique. Et quand on parle de force du changement, moi je pense que même les anciennes formations politiques qui ont changé, en tout cas de mentalité par rapport à la gestion des affaires publiques, devraient se retrouver dans cette refondation. Oui, c'est ça le plus important. Moi j'ai dit, Choguel, Assimi, X, Y, tout ça pour moi c'est dérisoire. Oui. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous avions un cap. Et ce cap-là, comment le réussir? Comment jouir de toute notre plénitude, notre indépendance pour pouvoir... Nous sommes malheureusement au terme des débats pour le compte de cette audience. C'est notre tour maintenant de nous retirer pour procéder à la délibération. Abdraman, nous sommes dans les secrets de la délibération. Secret. Pas de secret là-dedans. Et je pense que Bittard, on l'a retrouvé là où il était attendu. Il n'a bougé d'un iota par rapport à sa position de défendre vaille que vaille et comme l'avait très bien dit mon ami Chana dès le départ, la transition et le chef du gouvernement, pour lui c'est un idéal qu'il défend, et je vois que cet idéal-là est quelque part vraiment biaisé dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de secteurs, mais il ne le reconnaît pas. Je pense que l'homme public, ce n'est pas le déni. Ce n'est pas le déni de la réalité, puisqu'il est allé jusqu'à ne pas reconnaître que certaines des choses que l'opinion entière, le public, qu'il est le seul peut-être Malien à ne pas savoir. Je suis sûr qu'il le sait, mais il ne veut pas le savoir puisqu'il est dans une certaine posture de défendre vaille que vaille. Et sa loyauté, je pense que c'est une loyauté condamnable. Mais je préfère qu'on le mette en sursis pour voir comment les choses évoluent. Voilà. Chana. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai sursauté lorsqu'il a parlé de Dieu à la question d'Abdraman, à savoir un Premier ministre neutre. Il disait que, en parlant de Dieu, pour dire que même Dieu n'est pas neutre, d'essence, Dieu est le seul qui est complaisant. Il demande aux êtres d'être droits. Donc en parlant de la neutralité, il veut parler d'une certaine droiture. Il veut parler d'une certaine droiture. Il s'agit de cela, parce que quand on n'est pas neutre, on ne peut pas être droit dans cette gouvernance. Dieu est complaisant. Dieu seul est complaisant. Nous, êtres humains, il nous demande d'être droit. Il nous demande d'être droit. Cela dit, Abdraman l'a si bien dit, notre ami et frère Bittard
est resté égal à lui-même. Il refuse de reconnaître l'évidence. Quand Abdraman évoquait ce qui se passe à Ménaka, à Ansongo, à Tessit, il nous renvoie aux informations officielles de l'armée, de la DIRPA, qui souvent, on le sait, maquille certaines situations. On le sait. Mais au nom de l'unité nationale, au nom du soutien à l'armée, nous fermons les yeux sur beaucoup de choses. Nous avons beaucoup d'informations contradictoires que nous n'osons pas opposer au communiqué de la DIRPA. D'accord. Au nom du soutien à notre armée nationale. Vous êtes un homme public, vous êtes censé être informé, ne pas se fier seulement à l'information officielle. Mais vous, tout ce qui n'est pas officiel, qui n'est pas DIRPA, qui n'est pas chef d'état-major, qui n'est pas primature, n'y croyez pas. N'est pas la réalité. Donc vraiment, je vous demande de reviser cette vision restrictrice de votre action politique. De votre action politique, sinon, vous serez toujours à quelques pas de certains faits, de certaines réalités. Pour autant, Monsieur le Président, aujourd'hui, je demande votre indulgence, vraiment, le condamner avec sursis parce que je constate qu'il est aujourd'hui plus serein. Il y a une certaine sérénité. Parce qu'il n'y a pas eu de passe d'armes. Ah, non, pas qu'il y ait de passe d'armes. Il y a une certaine sérénité. Et je constate que, vraiment, vous me permettez cela, Bitar, une certaine sagesse. Il est en train de s'agir par rapport aux déclarations premières, par rapport à la CEDEAO, par rapport à tous les autres, les déclarations que certains jugent comme étant à l'emporte-pièce. Je pense que avec le temps, peut-être qu'il va davantage mûrir et être un bon homme politique. C'est tout le vœu que je formule à son endroit. Vraiment, on le condamne avec sursis. Et on me fait signe déjà qu'on a dépassé le temps qui nous était imparti d'1 minute. Donc, difficile pour moi de faire la synthèse de ces deux réquisitoires, étant donné que nous n'avons plus de temps pour, en tout cas, de réflexion pour pouvoir faire la synthèse de ces réquisitoires. Permettez-moi alors de renvoyer la décision à une seconde audience. Monsieur le Président, le procès est renvoyé. Nous allons revenir sur ces mêmes dossiers pour plus de clarification. Moi-même, pour plus de clarification. Moi-même, je ne suis pas content de moi-même parce qu'il y a vraiment des questions qu'on n'a pas pu aborder. Oui, on n'a pas épuisé les questions. Nous allons renvoyer, en tout cas, et prolonger, si vous voulez, l'audience pour une nouvelle date. Votre dernier mot. Je remercie l'opportunité que vous m'avez offerte et je dis quelque part que il est toujours important pour moi d'avoir un autre son de cloche, mais qu'à cela ne tienne, vous en tant que journaliste aujourd'hui, je pense que chacun doit faire son travail et quand vous avez des informations avec preuve à l'appui, je souhaiterais que désormais ce soit devant la place publique parce que c'est comme ça que vous pouvez servir le Mali. Moi, je pense que aimer son pays, c'est de dénoncer à chaque fois qu'il y a des injustices. Malheureusement, les journalistes même ont peur maintenant. C'est-à-dire qu'il y a même l'autocensure. Les journalistes même ont peur. Et moi, je pense que... mais ce n'est pas mon cas et celui d'Abdraman. Critiquer, c'est bien, mais il faut le faire avec des preuves. Moi, je me réjouis et j'ai dit quelque part que toutes les informations, en tout cas, vous aurez compris, que je mets sur la place publique, ça a un fondement, ça a un support officiel. Parce que c'est pour ne pas parler comme dans la rue. Et vous savez, dans la rue, on ramasse les idéaux ou les informations qui ne sont pas cela. En tout cas, je remercie l'ensemble de mes frères. Je ne savais pas qu'il était allé à la Mecque. Je formule des bénédictions pour lui. J'ai fait 5 fois le Hajj. Je suis aussi un Hajj. Donc, que Dieu accepte les prières et les bénédictions. J'ai envie aussi, au nom du jury, de remercier l'invité parce qu'il est l'un des rares membres du comité stratégique du M5 RFP qui accepte
toutes nos sollicitations, qui accepte de répondre à toutes nos invitations. Ça, c'est à son honneur. Il participe au débat démocratique. Oui, c'est à son honneur. Ainsi prend fin ce numéro de votre émission Grand Jury qui recevait comme invité dans le cadre du 2e anniversaire de la chute du régime IBK. Nous recevions Monsieur Jamil Bitar, porte-parole du M5 RFP. Merci donc de nous avoir suivis. Au revoir.